Marc Devos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un rapport qu'a sorti Itinera. Itinera, c'est un think tank dont vous êtes le CEO et directeur fondateur. Et ce think tank, il est nommé bien plus que l'armement. Évidemment, il parle de cette course à l'armement belge, suite à ce qui se passe un peu sur le front européen et un peu partout dans le monde. Alors, pour commencer, Marc Devos, avant d'aller plus en détail dans ce texte que vous avez écrit sur votre think tank, on parle de ces fameux 2% que l'OTAN demande, mais vous avez tenu à rappeler qu'en fait, c'était 2% qu'on demandait pendant les temps de guerre, donc que c'est évidemment plus grand, donc la Belgique est encore plus loin que ce qu'on pense. Ah oui, bien sûr, ça c'est je dirais un fait accompli depuis que l'OTAN a adopté une nouvelle stratégie à Madrid il y a déjà quelques années et ça va être avalé et formalisé. Enfin, il y a tous les observateurs qui ont cette attente. Je dirais, ça va être confirmé en juin à La Haye. Et puis il y a M. Trump qui dit, bon, il faut 5%. Donc probablement, ça ira vers les 3 ou les 3,5%. Euh, pour la Belgique qui est à la traîne, même avec les 2%, nous, on estime essentiel de faire un sprint, de rattraper et de se positionner dans le peloton de tête parce que l'agenda de dépenses pour la défense est aussi un agenda d'investissement dans une nouvelle industrie, dans des nouvelles technologies. Ça se fera en coordination à niveau européen, donc ça a un potentiel de créer des euh, champions industriels et technologiques à l'échelle européenne pour l'Union européenne. Euh, on est un pays doté de la capitale de l'Europe, qui devient une Europe de la défense et de la sécurité. Donc, on a un intérêt national vraiment d'être impliqué là-dedans. Et donc, c'est une question d'investissement dans un futur économique dont il faut garder un retour de l'investissement chez nous. Et si on n'est pas dans le peloton de tête, on va sans doute rattraper des opportunités de retour aussi. Donc, c'est une logique militaire, mais en même temps, c'est une logique de développement économique et donc de création de la prospérité du futur. Et pour éviter qu'on euh, fasse seulement à des dépenses additionnelles et donc à des défis budgétaires additionnels, tout en ratant le retour économique, on croit vraiment qu'il faut faire du rattrapage et faire ça très vite. Mhm. À combien aujourd'hui on chiffre justement cet objectif de 3%, 3,5%? Pour la Belgique, si vous faites le calcul, je dirais sur un petit papier, plus ou moins, on parle de 10 milliards par an structurels. Hein. Ce n'est pas rien d'aller de 1,3, 1,4 au double. Ce n'est pas rien, mais on sait que on a des opportunités pour combler ce retard. Il y a, il y a quelques opportunités. Donc, évidemment, on sait que l'Union européenne va faciliter la politique des dettes quand elle est liée à des buts de la défense. Donc, la Belgique fait déjà beaucoup de dettes publiques, mais souvent, les dettes publiques sont faites parce qu'on fait des dépenses publiques et pas des investissements publics. Ici, on peut faire de la dette comme un investissement dans une prospérité future. Donc, l'Europe va nous faciliter la tâche. Deuxièmement, et très important pour la Belgique, dont les pouvoirs publics sont très pauvres, mais le secteur financier privé, les familles, les entreprises sont très riches. Il y a vraiment beaucoup de milliards potentiellement disponibles dans le marché privé. Et donc, il faut une stratégie qui lie la défense, l'intérêt public au marché de financier privé pour mobiliser du capital privé comme capital d'investissement. C'est en même temps l'agenda européen parce que l'Union européenne, elle aussi est en manque de revenus, en manque de moyens, et elle aussi préconise d'organiser à l'échelle européenne euh, des rassemblements de fonds. Et donc, si on se positionne en Belgique, là aussi dedans, dans le groupe de tête, ça va davantage mobiliser du capital d'investissement privé pour notre économie, pour notre développement à nous. Mais si on ne le fait pas, on va rater cette opportunité là aussi.
Oui. Vous parliez, d'un sprint dans votre première réponse. On le sait, hein, aujourd'hui, la Belgique est à la traîne. Est-ce qu'elle pourrait se voir, comment dire? Punie par ses voisins européens? Bon, la punition, ça sera l'OTAN, évidemment, hein, parce que là, le jeu est fini. Hein. Euh, oui, le risque, je l'ai déjà souligné maintenant à deux fois, c'est qu'on rate les opportunités des dépenses additionnelles. Ça, c'est le vrai risque si on n'est pas impliqué dans les décisions, dans la préparation de la stratégie à l'échelle européenne, dans les réunions informelles avec les pays qui dépensent le plus. Si on n'est pas autour de la table, on ne va pas profiter. Mmh. Euh, Deuxièmement, comme je l'ai rappelé, on a l'OTAN chez nous, on a l'Union européenne chez nous, on a SWIFT chez nous, on a Euroclear chez nous. Si l'Europe réussit le pari de créer une défense à l'échelle européenne et de créer une stratégie, une autonomie stratégique pour l'Europe dans certains secteurs de la sécurité, ça implique qu'on devra créer davantage de centres de contrôle euh, à l'échelle européenne. Parlons de cybersécurité, parlons de, de l'intelligence, parlons de préparation, de recherche et de développement pour les armements et la technologie. Faites la comparaison avec les États-Unis. Les États-Unis ont eux aussi dû créer cela après la Deuxième Guerre mondiale. Où est-ce qu'ils l'ont créé? À Washington. C'est là où on a le Pentagone. C'est là où on a les grandes agences fédérales aux États-Unis. On est en train de fédéraliser l'Europe. Et si la Belgique ne se manifeste pas comme vraiment volontariste là-dedans, évidemment, on ne va pas être l'endroit où vont se voir développer ces nouvelles euh, centres de coordination à l'échelle européenne. Et donc, on va un peu, je dirais, euh, voir marginaliser le rôle de la Belgique et de Bruxelles comme capitale de l'Europe. Mmh. Donc, ça aussi, c'est un vrai danger pour la Belgique. Oui. Alors dans votre, rapport, sur Itinera, vous parlez et vous faites un lien avec, avec le vieillissement de la population et le scénario du vieillissement de la population, en Belgique. On sait que c'est un scénario, qui devient très inquiétant. Expliquez-nous un peu cette comparaison, ce lien. Moi, j'ai donc un déjà vu. Je me souviens, je suis suffisamment développé en âge de pouvoir me souvenir le début des années 2000 où les experts avançaient, on est devant une nécessité de dépenses de façon structurelle qui vont s'augmenter. Voilà. C'est la même chose avec la défense aujourd'hui, le militaire et la sécurité, la même chose. Quelle était la réaction politique en Belgique et la réaction dans le débat public en Belgique? D'abord, c'est de nier, de contester. On voit ça pour les 2%, les 3%, et on dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il ne faut pas faire autre chose? Voilà. Premier constat. Deuxième constat, si on dépense de l'énergie politique, c'est pour se demander comment est-ce qu'on va simplement combler ce défi, comment est-ce qu'on va rassembler les fonds. Ça, c'est le débat. Comment est-ce qu'on trouve l'argent? Alors que la vraie question, c'est comment investir cet argent? Comment avoir, où dépenser cet argent pour réussir le retour? Je constate à nouveau qu'on n'a pas encore dans cet esprit-là et qu'on se focalise pour trouver de l'argent. Troisième déjà vu, où est-ce qu'on cherche de l'argent? Ah, on va vendre des participations publiques dans des entreprises. On va vendre de l'or. C'est vraiment de jeter, je dirais, de vendre les bijoux de la famille. Donc, c'est un one-off. C'est une seule vente. Et voilà, c'est terminé. On n'a rien. On n'a plus rien. Alors que les besoins sont structurels. On a fait la même chose avec le financement du vieillissement et des pensions. On a privatisé des fonds de pension pour l'injecter dans le budget de l'année. Hein. C'est un défi structurel. Et à la fin du compte, si on n'embrasse pas le défi et l'opportunité de façon structurelle, qu'est-ce qu'on rate? Et ça, la troisième opportunité que souligne le rapport, c'est l'évolution sociétale. Parce qu'il faut préparer notre société pour pour se manifester de façon résiliente sur le long terme vis-à-vis les conflits et l'insécurité en Europe. Et donc, si on n'ouvre pas le débat dans ces termes-là, oui, on est face à un défi. C'est un défi pluriannuel, à long terme. Il faut se préparer pour réussir, répondre à ce défi. Si on ne le fait pas, on ne l'a pas fait pour le vieillissement, on a l'effet boomerang qui revient. Et alors, c'est trop tard. Et on a uniquement les effets négatifs du défi et jamais
des effets positifs. Donc pour moi, il faut absolument éviter la répétition du scénario du vieillissement, qui est un scénario de déni, un scénario lié à la politique budgétaire et fiscale, et jamais un scénario, je dirais, stratégique vers le futur. Si on le fait avec la défense et la sécurité d'une autre façon, on va pouvoir générer des fonds, on va pouvoir générer un retour économique et on va aussi, je dirais, interpeller la société, engager les citoyens, engager les entreprises dans une lutte collective qui va aussi, je dirais, euh, aller améliorer le contexte démocratique dans ce pays. Parce que la démocratie, elle doit se renforcer vis-à-vis les défis extérieurs que l'Europe et vis-à-vis ce nouveau monde qui est très, je dirais, négatif pour l'Europe en général. Il faut se renforcer comme démocratie et on sait comment la démocratie aujourd'hui est polarisée. Et donc, ce défi militaire est aussi une façon d'améliorer la cohésion démocratique et politique dans ce pays, si on embrasse la nécessité comme opportunité. Marc DeVos, je rappelle que vous êtes CEO, directeur fondateur et chercheur chez Itinera. Je renvoie à votre texte, donc un bien plus que de l'armement sur le site itinera.team. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bien volontiers.